Donc voilà, je voulais vous parler aujourd'hui du climat, de vous faire un petit peu un topo sur ce qui se passe de naturel et sur ce qui se passe de phénomènes liés à l'homme au niveau du climat et de montrer aussi à la fin quelques solutions quand même. Alors je ne pourrais pas donner toutes les solutions parce qu'il y a plein de solutions qui existent, mais il y en a plein d'autres aussi qui sont à inventer. Et donc voilà, j'ai essayé de faire un peu le tour de la question. Alors d'abord, le premier préjugé qu'on a sur le climat vient d'une incompréhension de la définition même du climat. Donc ici, les personnes, et généralement, je veux dire, 80% des erreurs que l'on va faire, des erreurs de jugement que l'on va faire sur le climat, viennent d'une incompréhension de la définition même du climat. Et les gens confondent généralement météo et climat. Je vous prends deux exemples, peut-être deux exemples politiquement très éloignés, mais pour montrer que même dans le spectre politique, on a quand même des erreurs qui se font aux deux niveaux. Donc, le premier exemple, c'est Donald Trump qui, l'année passée, pendant qu'il y avait une vague de froid qui s'abattait sur les États-Unis, demandait avec insistance, rendez-nous notre réchauffement climatique. Sauf que une vague de froid, c'est un phénomène météo, ce n'est pas du tout un phénomène climatique quelque part. Et donc, ce n'est pas, il y a vraiment une incompréhension entre les deux de sa part. Mais alors, si on prend Hanouna de Wever et même Adélaïde Charlier qui ont fait cette erreur-là aussi toutes les deux, c'est que l'année passée aussi, pendant qu'il y avait la vague de froid aux États-Unis, il y avait une vague de chaud qui s'abattait, enfin qui arrivait sur la Belgique. Et alors, elles ont lâché 13 degrés en février, ce n'est pas normal. Eh bien si, désolé, mais en Belgique, 13 degrés en février, ça peut être normal. Pourquoi? Parce que la Belgique est soumise à différentes contraintes météo. Et là, en l'occurrence, on avait un vent du sud avec une masse d'air qui provenait du sud également. Alors, je ne sais plus très bien si c'est le sud de l'Atlantique ou si c'est le nord de l'Afrique. Mais en tout cas, il y avait 13 degrés en février et c'est pas anormal. Et je pense qu'il y a eu ça cette année-ci aussi pendant l'hiver dernier. D'ailleurs, on n'a presque pas eu d'hiver. Non, ça c'est peut-être, si on regarde la succession d'hivers passés, on va pas commencer à parler de climat, mais par contre cet hiver-ci, s'il a été chaud, c'est en partie lié à des masses d'air qui provenaient du sud et donc qui étaient beaucoup plus chaudes que la normale. Alors pour bien comprendre, donc voilà, le résumé ici, c'est que la météo, on voit quand je passe la souris sur l'écran. Oui, Oui, on voit la souris. Oui, ça me sera utile pour après. Donc ici, on a la météo qui s'étudie sur un court laps de temps, c'est de l'ordre de 3, 4, 5 jours, voire même 10 jours si on regarde longtemps à l'avance. Et ça peut retourner aussi dans le passé, mais c'est quand on regarde vraiment et qu'on analyse une courte période. C'est un peu comme quand on ouvre la fenêtre et qu'on voit quelque part le temps qu'il fait. Le temps qu'il fait, c'est la météo. Le climat, c'est une notion beaucoup plus complexe derrière parce que ça s'étudie sur de longues périodes. C'est minimum 30 ans. En réalité, si on étudie une période plus courte que 30 ans, on n'a pas une bonne représentation statistique du climat. Et donc, ça s'étudie sur de longues périodes. Et il y a toujours une notion statistique derrière le mot climat. Et donc, statistique, ça veut dire aussi que ce n'est pas perceptible par les humains. Donc, on voit ici, par exemple, l'évolution d'une courbe sur plusieurs dizaines d'années. Bien ça, on va avoir, bah ici, si c'est une température, je ne sais plus ce que j'ai mis, c'est ouais, c'est le réchauffement des océans, mais on va avoir une augmentation de la température et on peut dire que le climat se réchauffe. Mais le climat, il ne se réchauffe pas d'un jour à l'autre, c'est la météo qui se réchauffe d'un jour à l'autre. Et pour bien matérialiser et pour bien fixer cette définition, je prends cette métaphore cette comparaison avec quand on va à la mer. La météo, c'est un peu la métaphore des vagues.
Les vagues, on va pouvoir les toucher, on va pouvoir sauter au-dessus, on va pouvoir surfer dessus même. Ça, c'est la métaphore de la météo. C'est quelque chose de palpable par nous humains, c'est quelque chose de visible aussi, on le voit, quoi. Ce sont les vagues. Si on reste un certain temps sur la digue, on va voir l'évolution de la marée qui va monter, qui va redescendre. Mais pour ça, il faut rester longtemps au même endroit pour pouvoir voir cette évolution du niveau de la mer. Ça va être un peu la saison, la métaphore de la saison. Or, la saison, il faut que vous restiez longtemps au même endroit, enfin, je veux dire plusieurs mois au même endroit pour pouvoir percevoir un changement de saison. Si vous êtes en Belgique en permanence, vous allez voir qu'il va faire plus froid en hiver et plus chaud en été. Mais il faut être au même endroit pour pouvoir le ressentir. C'est la saison. Et alors, le climat, ce serait la métaphore de la hausse du niveau de la mer. Si vous restez plusieurs jours au même endroit, vous allez avoir du bruit qui va se mettre avec les vagues, puis avec la marée, et vous n'allez pas pouvoir percevoir l'évolution du niveau de la mer, de la hausse du niveau de la mer. Pourquoi? Parce qu'elle va être complètement mélangée dans la variabilité des vagues et la variabilité des saisons, de la marée, pardon. Et donc, pour pouvoir mesurer la hausse du niveau de la mer, il va falloir installer un appareil qui va prendre des mesures tous les jours et qui va progressivement, enfin, qui va enregistrer des données tous les jours. Et puis, quand on aura plusieurs dizaines d'années de données, eh bien, on va pouvoir dessiner des courbes avec les observations et voir qu'il y a une hausse du niveau de la mer. Mais si vous restez longtemps au même endroit, euh, à la mer du Nord, par exemple, vous n'allez pas voir que la mer va augmenter. Il faut vraiment enregistrer des données pour pouvoir le percevoir. Et donc, c'est pour ça que le climat, c'est vraiment imperceptible par l'homme. Et il faut qu'il y ait des données derrière, des enregistrements d'observations derrière pour pouvoir voir qu'il y a une évolution au niveau du climat. Voilà. Connaissant cette définition-là, vous allez éliminer 80% des erreurs. Alors, vous la connaissiez peut-être, évidemment, cette définition. Et tant mieux si c'est un rappel. Mais en réfléchissant à tout ce qui nous entoure et à tout ce que les journalistes aussi peuvent dire, vous allez éliminer 80% des erreurs en connaissant correctement cette définition. Non, évidemment, je ne vais pas me cantonner à ça, je vais un peu aller plus loin. Et le deuxième préjugé qu'on a, et que beaucoup de climato-sceptiques d'ailleurs utilisent, c'est qu'ils disent le climat il a toujours varié, et la deuxième partie de la phrase, justement, c'est en fonction de quel camp, entre guillemets, on se situe, mais les climato-sceptiques vont dire que le climat a toujours varié et on est dans une variabilité naturelle du climat. Et l'autre camp plus scientifique va dire qu'on est quand même dans des variations qui sont uniques. Alors, je vais vous le montrer. Ici, c'est l'évolution de la température sur Terre depuis des millions d'années. Donc, si vous voyez, c'est là que ma souris est indispensable. Si vous voyez ici, on retourne jusqu'à 500 millions d'années avant aujourd'hui où on est ici. Hein. On a vu que la Terre était bien plus chaude que maintenant. Parce que ici, c'est une anomalie par rapport à maintenant. Donc, et maintenant, d'ailleurs, c'est pas tout à fait maintenant, c'est 1960-1990. Vous voyez, d'ailleurs, on retrouve les 30 ans que je vous disais ici. Donc ça, c'est la moyenne. Le zéro ici, c'est la moyenne de 1960-1990. Mais on voit qu'il y a 500 millions d'années, il y avait 14 degrés en plus que par rapport à maintenant. C'est pareil il y a 55 millions d'années, 50 millions d'années ici. Et puis elle a progressivement diminué jusqu'à se retrouver il y a 600 millions d'années à beaucoup plus froid que maintenant, c'est-à-dire 5 degrés en moins que pour le moment. Mais alors ici, par contre, vous voyez l'évolution de la courbe, c'est pas non plus des enregistrements, il n'y avait pas de thermomètre il y a 500 millions d'années, évidemment. C'est des reconstitutions que l'on fait à partir de roches, etc. Et on peut reconstituer la température qu'il y avait dans le passé avec quand même une certaine marge d'erreur. Mais les périodes ne sont pas comparables. Vous voyez qu'ici, il y a 500 millions d'années, les continents n'étaient pas du tout
mis de la même façon qu'actuellement, et il y a 30 millions d'années non plus. Et donc, c'est pas tout à fait comparable. Moi, je vais plutôt me focaliser sur la période qui est comparable, c'est-à-dire celle-ci, celle qui est dans l'encadré bleu, où les continents étaient quasiment identiques que ce qu'on a actuellement. Ah oui, 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 vous voyez qu'ici, c'est en milliers d'années, et ici, en millions, donc l'échelle est logarithmique. Mais donc, je vais me focaliser vraiment sur cette période-ci, et je vais faire un zoom dessus tout de suite. Donc là, voilà. Je remonte à l'apparition de l'homme quelque part. Et donc, on voit que même sur ces courbes-ci, cette évolution de la température, qui est un peu plus précise d'ailleurs, parce qu'on peut remonter recalculer cette température-là à travers les carottes de glace de l'Antarctique notamment. Mais on voit qu'on a quand même beaucoup varié. La température a beaucoup varié, et j'ai envie de dire naturellement, parce qu'évidemment, il n'y avait pas assez d'hommes à l'époque ou d'autres des phénomènes associés à l'homme qui permettaient de faire varier la température à ce niveau-là. Alors, si on reprend tout à l'heure, il y avait un zéro ici. Le zéro, ça correspond plus ou moins à 15 degrés. Vous voyez, ici, si je trace la courbe virtuellement ici. Et donc, on voit que dans le passé, il a fait jusqu'à 10 degrés plus froid, par exemple. Mais il a aussi fait 4 degrés plus chaud qu'actuellement. Alors, ces périodes froides, on va les appeler les périodes glaciaires, et les périodes chaudes, les périodes interglaciaires, où tous les glaciers avaient pratiquement fondu. Je vais zoomer sur la dernière partie ici. Voilà. Et donc là, l'homme sort quelque part, pour nous replacer dans l'histoire, sort du Paléolithique. Donc il y avait quelque chose comme 8 millions d'humains sur Terre, c'est-à-dire moins que la population belge actuelle. Donc encore une fois, ici, la température va se réchauffer et on va observer son taux, c'est-à-dire qu'elle se réchauffe de plus ou moins 1 degré tous les 1000 ans, 1000 années. Voilà son taux de réchauffement, donc c'est la forte hausse qu'on a ici, c'est plus ou moins 1 degré tous les 1000 ans. Maintenant, on est dans un réchauffement actuellement qui est ici. C'est juste cette petite courbe-ci. Alors les détracteurs du climat vont dire que oui, bah, c'est rien du tout ça par rapport à cette courbe-là. Mais on va quand même zoomer dessus. La voilà, cette petite courbe qu'on voyait sur l'image juste ici avant. La voilà. Et on va regarder son taux de réchauffement. Ici, c'est 1 degré tous les 100 ans. C'est-à-dire qu'on est dans un taux de réchauffement qui est 10 fois plus rapide comparé au taux de réchauffement ici que l'on a quelque part naturellement, vu que l'homme ne pouvait pas encore avoir de forte influence sur le climat. Donc actuellement, on se réchauffe 10 fois plus rapidement que par le passé. Donc le climat, comme on vient de le voir, a toujours varié, sauf que maintenant, il se réchauffe quand même 10 fois plus vite que dans le passé. Alors le deuxième biais, pas biais, préjugé que l'on a, c'est qu'on hésite si l'homme ou non est responsable de cette hausse de la température. Or, dans le passé, comme on l'a vu naturellement, la Terre s'est refroidie, la Terre s'est réchauffée, enfin, le climat global en tout cas, s'est réchauffé ou s'est refroidi. Alors, il y a plusieurs explications naturelles. C'est la première et la plus influente d'ailleurs, ce sont les cycles de Milankovitch. Alors, Milankovitch, c'est un savant serbe qui a montré que l'orbite de la Terre n'est pas toujours identique. Alors, je vous passe le détail, vous connaissez peut-être déjà, hein, certains peut-être. Mais donc, la Terre, ici, l'orbite terrestre est elliptique et n'a pas toujours la même forme d'ellipse. L'axe de rotation de la Terre tourne sur lui-même et il a aussi
une variation d'angle en fait avec le plan de l'écliptique. Donc tout ça mélangé, on retrouve tous les cycles ici. Tout ça mélangé fait que à certaines périodes de l'histoire de la Terre, la Terre est plus loin que le Soleil, se retrouve plus loin, et donc on va avoir forcément moins d'énergie, et donc il va faire plus froid. Et à certaines périodes, on va être plus près du Soleil, et donc on va recevoir plus d'énergie, et donc il va faire plus chaud. En plus de cela, on va avoir une variation de la quantité d'énergie émise par le Soleil. On voit ça sur la courbe ici en noir. Donc le Soleil ne va pas émettre en permanence la même quantité d'énergie. Donc plus il va émettre d'énergie, évidemment, plus il va faire chaud sur Terre, et moins il va en émettre, plus il va faire froid sur Terre. On retrouve cette activité solaire ici. Et alors, en plus de ces paramètres astronomiques et solaires, on va en plus avoir des phénomènes qui sont propres à la Terre, qui est l'activité volcanique et la décomposition des matériaux biologiques et aussi de certaines pierres qui vont émettre des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Or, l'activité volcanique, par contre, va aussi émettre des gaz à effet de serre, on le voit ici, mais l'activité volcanique va aussi émettre des particules de poussière, de suie, etc., qui, elles, vont participer à un refroidissement aussi de l'atmosphère, parce que ça va faire une espèce de parasol, et donc va empêcher les rayons du soleil d'arriver pleinement à la surface, et donc va participer à un refroidissement. Mais ce refroidissement ne dure que quelques années, moins de 10 ans généralement, sauf pour les toutes grandes éruptions où les suies restent beaucoup plus longtemps dans l'atmosphère. Et généralement, c'est moins de 10 ans. Et donc, ça participe aussi aux variations naturelles de la température, mais plutôt à la baisse. Sinon, il y a aussi donc, ces émissions de gaz à effet de serre. Je vais y revenir tout de suite. Alors, ça va peut-être être un rappel aussi pour la plupart d'entre vous, mais je rappelle vite ce que c'est pour qu'il n'y ait pas d'incompréhension. Donc, l'effet de serre, c'est un peu comme la serre du jardinier ici, où il y a certains gaz qui vont jouer et qui vont laisser passer les rayons du soleil visibles, mais par contre qui vont retenir la chaleur. Et donc c'est exactement la même chose qui se passe dans une serre de jardinier, où le verre de la serre, en fait, laisse passer les rayons visibles du soleil, mais par contre retiennent la chaleur. Or, sans effet de serre sur Terre, évidemment, il n'y aura pas de vie possible. Je vous ai dit tout à l'heure que la moyenne actuelle de la température sur Terre, c'est plus ou moins de 15 degrés. Mais en Belgique, si on prend juste notre pays, la moyenne annuelle, c'est 9 degrés. Alors que sur la moyenne globale, c'est 15. S'il n'y avait pas d'effet de serre, il ferait moins 18 degrés en moyenne sur Terre, en moyenne annuelle sur Terre, c'est-à-dire qu'en Belgique, il ferait quelque chose comme moins 22 degrés. La vie ne serait évidemment absolument pas possible, et donc grâce à cet effet de serre qui est quelque chose de naturel, on a quelque chose comme 15 degrés en moyenne annuelle sur Terre. C'est tout à fait bénéfique, ça permet d'isoler et de garder la chaleur proche de la surface de la Terre. Par contre, évidemment, si on émet des gaz à effet de serre en plus, qu'est-ce qu'on va faire? Si on reprend la métaphore ici de la serre du jardinier, on va augmenter l'épaisseur du verre. Donc on va augmenter l'isolant et donc on va retenir davantage de chaleur en dessous de cette serre. Et c'est ce qui va se passer ici dans l'atmosphère si on émet trop de gaz à effet de serre. La couche isolante va être beaucoup plus épaisse et va retenir davantage de chaleur. Et donc on va augmenter notre température moyenne annuelle sur l'ensemble de la Terre. Alors, quels sont ces gaz à effet de serre? Il y en a toute une série, vous les voyez ici pour la plupart, pour les plus communs. Et vous voyez qu'ici, il y a quand même l'eau. L'eau, c'est le gaz à effet de serre le plus puissant. Sauf qu'il a une différence par rapport aux autres, c'est que l'eau ne s'accumule pas indéfiniment dans l'atmosphère,
alors que le méthane ou le CO2, par exemple, vont s'accumuler dans l'atmosphère. Et c'est une différence absolument majeure parce que l'eau va jouer un rôle de gaz à effet de serre puissant, mais par contre, il ne va pas augmenter avec le temps. Tandis que le CO2, par contre, augmente justement cette couche d'isolant que je vous parlais tout à l'heure. On pourra revenir sur le rôle de l'eau, il est parfois un peu compliqué à comprendre, mais c'est pas lui qui va être l'enjeu réel ici de, de la participation à l'augmentation de l'effet de serre, c'est plutôt ces gaz-ci qui, eux, vont s'accumuler pendant plusieurs centaines ou milliers d'années dans l'atmosphère et qui vont augmenter sur cette même période la température du climat. Donc on le voit ici, pendant près de 1500 ans et même avant, parce que les courbes ne remontent pas dans le passé très lointain, on va avoir ces trois gaz à effet de serre-ci qui vont être relativement stables. Et puis, juste au moment de la révolution industrielle, quelque part, on va avoir cette augmentation de concentration de ces gaz dans l'atmosphère. Donc, on a ici pour l'augmentation du méthane et l'augmentation du CO2 et du N2O, de façon que les échelles ne sont pas les mêmes. Mais donc, ces gaz-là vont s'accumuler bel et bien dans l'atmosphère, ce qui va avoir pour conséquence une hausse de la température. Mais revenons sur notre préjugé, tiens, l'humain est-il réellement responsable de ces gaz à effet de serre-là? Jusque dans les années 60, il y avait un phénomène associé à cette hausse de température. Donc la température, vous voyez ici, elle est en rouge. Vous voyez les gaz à effet de serre ici. Et ici, vous voyez l'activité solaire. Et jusque dans les années 60, on disait, oui, mais la hausse de température de l'atmosphère, en fait, est juste liée à la hausse de l'activité solaire. Donc le soleil émet beaucoup plus d'énergie, et donc c'est normal que la température augmente. Donc l'homme n'a rien comme responsabilité dans cette augmentation de température. Mais ça ne marchait que jusqu'en 1960. Si je découvre le reste de la courbe, on voit que le soleil, l'activité solaire s'est stabilisée. Par contre, le gaz à effet de serre, on continue d'augmenter, et vous voyez que la température a suivi l'augmentation des gaz à effet de serre. Donc ici, on peut déjà mettre de côté le paramètre soleil, vu que lui, il est resté stable, alors que la température a continué à augmenter. On a fait un exercice un peu similaire aussi, c'est qu'ici, vous voyez la courbe noire, ce sont les observations de température, et la courbe bleue et rouge, ce sont des modélisations de la température sur l'ensemble du globe. En bleu, on a modélisé juste la température avec comment est-ce qu'on appelle ça, comme input du modèle, juste l'activité solaire et volcanique. Donc vraiment juste la partie naturelle de la variation de la température sur Terre. Et en rouge, en plus du soleil et des volcans, on a ajouté tout ce qui est émissions, que ce soit naturelles d'ailleurs ou anthropiques, toutes les émissions de gaz à effet de serre. Et on regarde et on compare par rapport aux observations. On voit que jusqu'en 1960, si on prenait juste la partie naturelle, donc soleil et volcan, on obtient quasiment, on est dans la marge d'erreur en tout cas, des observations. Par contre, à partir des années 60, si on ne prend pas en compte la partie anthropique, donc liée à l'homme dans les émissions de gaz à effet de serre, eh bien, on n'arrive pas aux observations. On ne parvient pas à se corréler aux observations. Donc, il faut prendre en compte ces émissions humaines pour pouvoir rejoindre la courbe des observations. Donc, c'est bien une preuve supplémentaire, en tout cas,
que l'homme et les émissions de gaz à effet de serre de l'homme participent bien justement à l'augmentation de la température sur Terre. Voilà. Or, si on regarde, ça je vais passer très rapidement dessus, mais si on regarde dans le monde ou en Belgique, les émissions ne sont pas les mêmes en fait. Dans le monde, c'est principalement la production d'électricité et de chaleur et la FAT. Donc la FAT, c'est l'agriculture, foresterie et aménagement du territoire qui participent le plus à l'augmentation des gaz à effet de serre, des émissions de gaz à effet de serre. Or, pourquoi est-ce que l'agriculture, foresterie et aménagement du territoire participent à des émissions de gaz à effet de serre? C'est uniquement indirectement. Donc, je prends par exemple la déforestation en Amazonie. Eh bien, la déforestation, on coupe des arbres, c'est-à-dire des capteurs de CO2. Donc, proportionnellement, il y aura plus de CO2 dans l'atmosphère s'il y a moins de micro-usines pour capter le CO2. Et en plus, on va aller y mettre des cultures ou de l'élevage qui va produire des gaz à effet de serre. Et donc, on a un double effet ici dans ce qui est agriculture, foresterie et aménagement du territoire sur les émissions de gaz à effet de serre. On ne retrouve pas vraiment ce paramètre en Belgique. Pourquoi? Parce qu'en Belgique, on va avoir justement une politique depuis quelques dizaines d'années qui va reforester la Wallonie, par exemple. Et donc, on va avoir plus d'arbres en Wallonie que par le passé. Et donc, on ne retrouve pas ce paramètre émetteur que l'on va retrouver dans le monde. Mais par contre, en Belgique, on va retrouver industrie, combustion et énergie, donc c'est-à-dire le même que la production d'énergie et de chaleur ici sur le graphique du monde entier. Mais par contre, le deuxième plus gros émetteur, ça va être les transports. Alors ça, ce sont les chiffres de 2015, ils ont peut-être changé depuis. Mais vous voyez qu'en fonction de quelle zone on va regarder dans le monde, on ne va pas avoir les mêmes responsables, entre guillemets, des émissions de gaz à effet de serre. Alors les conséquences, on pense souvent qu'elles ne sont pas encore visibles et que c'est vraiment juste des projections climatiques de modèles et ça n'arrivera qu'en 2050-2100. C'est pas tout à fait vrai. Si on regarde les glaciers, que ce soit de montagne ou les calottes polaires, on voit qu'elles diminuent en masse déjà à l'heure actuelle. Alors l'Antarctique, c'est peut-être un peu plus complexe, mais le Groenland, en tout cas, fond irrémédiablement. Et les glaciers de montagne aussi, d'ailleurs. Ici, on voit la mer de glace entre 1916 et 2001. Donc, on voit que le glacier ici dans les Alpes arrive jusqu'à l'espèce de refuge ici. Et si on reprend une photo à l'heure actuelle, enfin, c'est même pas à l'heure actuelle, c'était il y a 20 ans, le glacier était ici. Et alors j'ai vu, je ne sais plus si c'est cette année-ci ou l'année dernière, où il y a le président Macron qui est allé justement là pour lancer ses politiques climatiques en France ou je ne sais plus quoi. Mais on ne voyait même plus le glacier ici. Donc il était derrière le pan de montagne ici derrière, quoi. Donc il a encore un peu plus reculé. Et ici, ces courbes-ci, on voit tous les glaciers de montagne de l'ensemble des continents qui sont représentés plus ou moins par les couleurs et qui fondent aussi irrémédiablement. On a eu juste en Europe, et c'était plutôt dans la partie scandinave de l'Europe, une augmentation des glaciers jusque dans les années entre 90 et 2000. Et puis depuis lors, malgré cette augmentation qu'on pensait un peu bénéfique et on se disait, tiens, chouette, il y a quand même des glaciers qui récupèrent de la masse, mais depuis ces années-là, ils diminuent aussi, donc le réchauffement a été plus important que cette augmentation de masse de ces glaciers. Donc on voit que toute cette eau, qui est stockée actuellement sur des continents, hein, que ce soit continent antarctique que ce soit sur l'Europe, toute cette eau, évidemment, va quitter les continents et va partir dans les océans et dans les mers. Donc, la deuxième conséquence, et qu'on voit déjà à l'heure actuelle, hein, ce n'est pas dans 2050 ni en 2100, c'est déjà à l'heure actuelle que ça se passe, on va voir une augmentation du niveau des mers. Donc, si on compare entre 1900 ici
et 2000, on a augmenté de 20 centimètres en moyenne, hein, en moyenne sur l'ensemble des océans, on a augmenté de 20 centimètres le niveau de la mer. Alors pourquoi je dis en moyenne? Parce qu'il y a certaines zones, un peu complexes, il y a certaines zones qui diminuent, où le niveau de la mer diminue. Ça, si vous me posez la question plus tard, j'y répondrai, sinon je vais prendre un peu trop de temps. Donc on voit ici donc toute cette eau qui quitte les glaciers va dans les océans et participe à l'augmentation du niveau des mers. Ça se voit déjà à l'heure actuelle. Et évidemment, ça va avoir pour conséquence qui suit que certaines terres vont se retrouver submergées. Alors ici, ce que je vous montre là, c'est un scénario catastrophe. C'est si tout l'Antarctique fond, on va avoir une augmentation du niveau des mers de 60 mètres. Donc si tout l'Antarctique fond, alors ça, je vous l'accorde, c'est pas encore pour le moment, vu qu'on n'a qu'à 60 cm de, comment est-ce que j'ai dit? Non, 20 cm d'augmentation du niveau des mers. Ici, c'est 60 mètres. Donc ça, c'est un scénario catastrophe pour 2500 ou quelque chose par là, si on continue sur la lancée actuelle. Mais toutes les zones que vous voyez en rouge ici vont se retrouver submergées par la mer. Et alors, il y a un pays caractéristique qui va disparaître complètement de la carte. Je ne sais pas si vous le voyez, mais ici, le Bangladesh, il disparaît complètement. Alors ça, c'est le scénario catastrophe d'une augmentation de 60 mètres, mais en réalité, le Bangladesh, il n'attendra pas 60 mètres. À partir déjà de 10 mètres d'augmentation du niveau de la mer, le Bangladesh, il est déjà recouvert à quasiment 70%. Et donc, vous voyez que ici, ça va participer, donc il y a certaines terres, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, les gens vont pouvoir migrer, peut-être pas tranquillement, mais vont migrer progressivement dans des zones plus reculées de la mer. Mais alors ici, ça va poser de réels problèmes politiques parce que l'Inde, déjà à l'heure actuelle, l'Inde, qui est donc le voisin du Bangladesh, l'Inde a déjà refusé de prendre des réfugiés climatiques, en l'occurrence ici, du Bangladesh. Donc vous voyez qu'il y a certaines zones du monde, alors ça je ne prends que cet exemple-ci qui est le plus caractéristique, mais il y a plein d'autres endroits dans le monde où où cette hausse du niveau de la mer va créer de réels problèmes sociaux, politiques et probablement aussi des guerres qui vont en découler, quoi. Donc c'est pas très glorieux comme conséquence. Et alors ici, ben alors je fais un petit zoom sur l'Europe. Vous voyez que c'est pas du tout la même échelle de couleurs. Tout ce qui est en rouge, voilà, c'est si tout le Groenland fond. Donc si tout le Groenland, la calotte qui est sur le Groenland fond, on va avoir une augmentation de 6-7 mètres du niveau des mers. Et bien tout ce qui est en rouge et a fortiori en bleu aussi, vu que ça c'est déjà à l'heure actuelle en dessous du niveau de la mer, tout ça va être recouvert par les eaux. Donc vous voyez qu'aussi ici, et alors si tout l'Antarctique fond, c'est tout ce qui est en vert clair plus ou moins. Mais en gros, si vous prenez la carte de la Belgique, en réalité, Liège est à 60 mètres. Et donc la mer, en fait, Liège sera un port un port maritime quelque part. Et tout ce qui est en dessous de 60 mètres va être sous le niveau de la mer quand l'Antarctique sera fondu, évidemment. Donc vous voyez quand même que la Belgique va fortement perdre du territoire. Et alors une autre conséquence qui est déjà aussi, qui n'est pas liée à cette fonte des glaciers, mais qui est déjà visible quand même à l'heure actuelle, c'est l'acidification des océans. Alors l'acidification, on va voir, donc elle vient d'où? Elle vient du fait que le CO2 qui est dans l'atmosphère va être assimilé dans l'océan et par réaction chimique va produire une acidification des océans. Alors qu'est-ce qui va se passer? C'est que les coraux, par exemple, qui sont de véritables réserves de biodiversité, vont mourir, vont blanchir. Et donc ça va devenir, vous voyez qu'ici, on a un corail en pleine santé avec toute une série d'activités biologiques qu'il y a tout autour. Une fois qu'il a blanchi, à cause de l'acidification, il perd cette biodiversité qui règne autour de ces éléments-là dans l'océan. Et donc, on va perdre une partie de la biodiversité.
Mais ça, j'ai envie de dire, c'est même pas encore. Non, je ne vais pas le dire. Mais c'est dramatique, mais c'est pas le plus grave de l'acidification. Le plus grave réellement pour nous, humains, c'est qu'il va y avoir une réelle conséquence sur le phytoplancton. Donc le phytoplancton va diminuer et va pas disparaître, mais va fortement diminuer dans l'océan. On pourrait se dire qu'on s'en fout du phytoplancton, mais en fait, pas du tout. Parce qu'on pense toujours que c'est la forêt amazonienne qui produit la plus grosse partie de l'oxygène qu'on a sur Terre. C'est faux. La plus grosse partie de l'oxygène que l'on a sur Terre provient du phytoplancton qui, via sa photosynthèse, etc., produit de l'oxygène en très grande quantité. Et donc, si le phytoplancton est atteint par l'acidification des océans, par la perte de biodiversité, par toute une série d'autres choses, c'est quasiment de l'oxygène qui va manquer quelque part sur Terre, quoi. Donc ça, je pense que c'est la conséquence la plus dramatique que l'on pourrait avoir dans les océans. Or ici, je vais vous parler un petit peu des conséquences du climat sur l'Europe, et puis après je ferai un petit focus sur la Belgique. Ça, on ne le voit pas encore à l'heure actuelle. C'est plutôt pour 2050-2100. Même si certaines années, comme cette année-ci, comme l'année précédente, on voit certains traits justement du caractère moyen que l'on aura en 2050 et en 2100. Et en l'occurrence, ici, c'est vraiment le régime de précipitation, où le sud de l'Europe va perdre des précipitations alors que le nord de l'Europe va en gagner. Et vous voyez que nous, la Belgique, à une échelle moyenne et annuelle, on ne va pas spécialement avoir de modifications dans le régime des précipitations. Mais ça mérite un petit affinage et j'en parlerai juste ici après. Or ici, c'est l'augmentation des vagues de chaleur. Donc on voit que les vagues de chaleur dans le passé, on en avait entre 0 et peut-être 2 par an maximum. Alors qu'avec un réchauffement climatique pour 2071 à 2100, ici, on va plutôt avoir entre 4 et 5 canicules par an. Or ça c'est déjà un caractère qui est en train de changer en Belgique parce que depuis 2015, on a minimum une canicule par an en Belgique. Et en 2019, l'année dernière, on en a eu 3 qui se sont succédés. Donc on a déjà ce caractère des vagues de chaleur qui est en train de changer et c'est pour moi le caractère qui est le plus sensible ici en Belgique, c'est, et on le voit depuis 5 ans maintenant, il y a une canicule minimum par an, ce qu'on n'avait pas du tout avant 2015. Avant 2015, la canicule c'était 2013, puis 2009, et donc vous voyez, il y a certaines années où il n'y avait pas du tout de canicule, alors que maintenant on en subit quasiment chaque année et même plusieurs par an. Alors est-ce que la Belgique est protégée du réchauffement climatique? Pas vraiment. Même si quelque part on est un peu les enfants gâtés du réchauffement climatique parce qu'on va quand même avoir plusieurs conséquences plutôt positives. Euh, enfin, je pourrais y revenir par après, mais on ne va quand même pas être épargné par la hausse du niveau, la hausse de la température. Donc vous voyez ici les températures à Uccle depuis 1951, ici, et on voit quand même que depuis les années 2000, on a systématiquement des années beaucoup plus chaudes, à part 2010, on a tout systématiquement des années beaucoup plus chaudes, et on s'attend, en fonction du scénario qu'on va suivre, mais pour le moment on est plutôt en train de suivre ce scénario ici, on va avoir une hausse continue de la température en Belgique, qui va avoir toute une série de conséquences. Je pense à la végétation, par exemple, ou dans les villes. Ou dans les villes, déjà, à l'heure actuelle, on a un îlot de chaleur urbain, c'est-à-dire qu'il fait plus chaud en ville qu'à la campagne. Donc, en situation normale, on a entre 2 et 4 degrés plus chaud en ville qu'à la campagne. En situation de canicule, cet effet d'îlot de chaleur urbain va être beaucoup plus amplifié qu'en situation normale. Et donc, pendant une canicule, il va faire 4 à 8 degrés plus chaud en ville.
Mais si en plus de ces deux caractères, ici en situation normale et en situation de canicule, vous ajoutez à ça la hausse de la température moyenne en Belgique de 3 ou 4 degrés, et vous imaginez les températures qu'il va faire dans les villes. Et donc ça va être complètement intenable. Et c'est pour ça que certaines villes l'ont bien compris déjà à l'heure actuelle et sont en train, et c'est la meilleure solution pour limiter l'îlot de chaleur urbain, et ces villes sont en train de rajouter de la végétation, mais de manière pas rajouter un arbre par-ci par-là. C'est vraiment reforester et revégétaliser réellement les villes pour justement diminuer cet effet de l'îlot de chaleur urbain. Alors je reviens ici, je vous ai parlé tout à l'heure qu'en moyenne annuelle en Belgique, les précipitations n'allaient pratiquement pas changer. Donc on voit ici, elles augmentent un petit peu, mais c'est au niveau de la palette de couleurs, mais c'est vraiment inclus dans l'incertitude du changement. Donc on peut dire que a priori, en moyenne annuelle, les précipitations ne vont pas changer. Mais par contre, si on regarde de manière saisonnière ces précipitations, on va voir qu'on va obtenir beaucoup plus de précipitations en hiver, comme on le voit ici, hein, pratiquement 20% de précipitations en plus. Mais par contre, qu'en été, on va en avoir beaucoup moins, de l'ordre de 10, ça dépend des endroits évidemment, 10% en moins. Mais par contre, ces précipitations d'été vont être beaucoup plus intenses. Donc ça va principalement être des précipitations orageuses. Et donc vous voyez ici, il va y avoir une gestion qui va devoir être adaptée en fonction de ce futur climat. Il va falloir par exemple beaucoup plus retenir les eaux en hiver pour qu'on puisse les utiliser en été quand il en manquera. Et donc, les bassins d'orage, par exemple, est-ce qu'il ne faudrait pas les transformer en bassins de rétention pour pouvoir réutiliser les stocks d'eau tombés pendant l'orage, par exemple, pour les utiliser pour l'agriculture, par exemple. Vous voyez, donc c'est toute une stratégie d'adaptation qu'il faut, notamment pour ces précipitations, qu'il faudra entreprendre. Alors je voulais quand même, alors normalement on devait se voir, il me semble, au Mont-Rigi ou à Botrange, je ne sais plus. Et donc je voulais quand même faire un petit aparté sur un autre caractère qui va fortement changer en Belgique, c'est la diminution des quantités de neige. Alors non seulement des quantités, comme on le voit ici, au-dessus, donc ici c'est les quantités de neige maximum qui pourraient tomber, et on voit que ça diminue pour 2071-2100 par rapport à la période actuelle, plus ou moins, mais le nombre de jours de neige diminue aussi. Alors cette année-ci, l'hiver dernier plutôt, était hyper caractéristique aussi de ce caractère moyen qu'on aura dans le futur, c'est qu'on n'a pratiquement pas eu de neige. Et donc ça, il faudra s'y attendre, et c'est pour ça que je mets désolé pour les skieurs, mais il risque d'y avoir beaucoup moins de neige dans le futur, en tout cas beaucoup moins de neige naturelle, hein, ça n'empêche pas certains de créer de la neige artificielle, mais il y aura quand même beaucoup moins de neige naturelle dans le futur sur l'Ardenne et les Hautes-Fagnes en général, quoi. Alors voilà, je vous ai fait peut-être un peu peur, vous le saviez peut-être un peu aussi. Donc il y a beaucoup de conséquences néfastes pour la Terre et les humains, mais j'ai envie de dire surtout pour les humains. Parce que s'il fait même 10 degrés plus chaud, la Terre, elle s'en sortira toujours et elle a une capacité d'adaptation qui est assez phénoménale, mais que nous, on n'a pas en tant qu'humains. On n'a pas encore, en tout cas, cette capacité d'adaptation. Donc s'il fait 10 degrés en plus, je ne suis pas sûr que les humains pourraient survivre à ça. Alors le sixième préjugé, c'est peut-être oui, il est trop tard pour agir. Eh bien non, il est toujours temps d'agir, mais par contre il faut agir relativement vite, parce que ça fait des années que les scientifiques tirent la sonnette d'alarme, mais au niveau politique et au niveau de la population, il n'y a pas grand-chose qui change. Or, pourquoi il n'y a pas grand-chose qui change? Parce que justement, je reviens justement à mes premiers slides, c'est que le climat n'est pas un problème perceptible.
Donc vous voyez, si on prend une échelle de temps et une échelle spatiale ici, le climat, il est là-bas. Alors que la perception de l'homme, ce que l'homme perçoit, ça se bloque ici. On ne voit pas ce climat-là. Il est loin, c'est des processus qui sont long terme, des processus qui ont des conséquences aussi bien locales que globales, mais qu'on a du mal à percevoir. Et donc c'est aussi de là que provient le danger. Et c'est pour ça qu'il faut bien comprendre cette notion de court terme, long terme, etc., pour pouvoir bien l'expliquer, quoi. Alors si je compare par rapport à la crise du coronavirus, mais c'est facile, le coronavirus, il a beau être global, c'est quelque chose que l'on perçoit. Alors, on ne voit pas le virus en tant que tel, mais par contre, on voit le nombre de morts qui augmente, le nombre de personnes qui rentrent à l'hôpital, le nombre de testés positifs qui augmente aussi. Tout ça est hyper perceptible et on ne le voit, on le voit vraiment concrètement, quoi. Alors que le changement climatique, il ne va pas être perceptible comme ça. Bien que, bien que en Belgique, cet été-ci, le mois d'août, il y a eu une augmentation de 1500 morts liées uniquement à la canicule. Et donc, il y a certains quand même facteurs du changement climatique ou de phénomènes météo comme ce qu'on a eu en nous qui sont perceptibles au niveau des chiffres et au niveau des chiffres des humains. Par contre, ils sont très, 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 très peu reliés dans la presse. Et cette année-ci, c'est même la ministre de la Santé en Wallonie, Christy Moréal. C'est la première fois que je vois ça depuis que je suis climatologue. C'est la première fois que je vois un ministre, enfin une ministre en l'occurrence, qui dit dans la presse, cette année-ci, enfin ce mois-ci en août, le nombre de morts a été supérieur, enfin le nombre de morts liés à la canicule a été supérieur au nombre de morts liés au coronavirus ou à n'importe quel autre phénomène. Donc ici, elle a vraiment mis son doigt sur un problème que je n'avais jamais vu d'autres personnes, enfin d'autres responsables politiques le faire. Donc je trouvais ça assez formidable. Donc quelque part, on est aussi en train de prendre en compte ces caractères dangereux pour l'homme, mais quand bien même le réchauffement climatique, c'est quand même quelque chose de... C'est un danger réel comme on vient de le voir, mais par contre, il est quand même très dilué dans l'espace et dans le temps, et donc on a du mal à agir directement dessus. Alors on a aussi du mal à agir parce qu'on pense toujours que c'est à l'autre d'agir. C'est toujours les, les Européens vont dire ouais mais c'est aux États-Unis et à la Chine d'agir. Les Africains vont dire ah ouais ben non, mais c'est aux États-Unis, à la Chine, mais c'est aussi à l'Europe d'agir. Ou alors même vous dans votre quartier, oui mais moi ceux qui doivent réellement agir, c'est ce voisin qui va chercher le pain avec sa grotte 4x4 et qui ne fait que 2 km avec sa grotte 4x4 toute noire. Donc c'est plutôt à lui d'agir plutôt que moi qui vais chercher mon pain à vélo. Non, tout le monde doit agir réellement. Mais alors il y en a certains qui sont bloqués aussi dans cette méthode d'agir. Et c'est comique parce que je m'en suis rendu compte seulement cet été-ci en discutant avec mes collègues. Il y en a certains qui ils voient que la montagne vraiment est trop haute quelque part pour pouvoir la grimper. Donc les problèmes sont tellement gros que finalement ils ne réagissent pas et ils ne prennent pas non plus leurs responsabilités parce que l'effort est bien trop grand à faire d'eux-mêmes. Mais c'est faux aussi. Il y a toute une série de petites choses à faire dans son quotidien et si tout le monde le fait, évidemment, ça va changer les choses. Donc moi, ce que je vous propose ici, c'est d'être justement cette goutte d'eau qui va faire déborder le vase pour pouvoir justement agir sur le climat. Alors je suis désolé, ce sont des bouquins en français, mais c'est toute une série de bouquins qui permettent quand même d'aller, enfin pas que des bouquins d'ailleurs. Ainsi demain a quand même été un bouquin, mais avant d'être un bouquin, c'est un film. Et ça montre, c'est tous des livres déjà positifs
qui montre que quelque chose est possible. Je n'ai pas voulu reprendre de livres catastrophistes parce que il me semble, en tout cas, dans mon fort intérieur, je pense que si on fait peur aux gens, c'est bien, parce que ça crée un déclic, mais si on continue dans le catastrophisme et qu'on ne parle que des catastrophes, on n'arrivera jamais à rien du tout. Et alors c'est la politique de l'autruche, on va mettre sa tête dans le sable et on va attendre que ça passe, et ça ne passera pas, et il n'y a rien qui changera. Donc maintenant que je vous ai expliqué que il y avait des conséquences dramatiques qui seraient attendues sur Terre avec le réchauffement climatique, maintenant je préfère vous parler qu'un autre monde est possible. Et justement, tous ces bouquins-là montrent que quelque chose d'autre est possible, alors quelque chose dans le futur, mais aussi quelque chose maintenant, où il y a plein de personnes dans le monde, hein, et on voit ici par exemple, ils changent le monde ou demain, c'est comme ça rassemble plein de personnes qui agissent déjà pour un autre futur et qui montrent que non seulement ça fonctionne pour la biodiversité, ça fonctionne pour le climat, mais cerise sur le gâteau, ça fonctionne aussi économiquement. Ils en vivent. Donc ils savent vivre sans avoir de contraintes, sans avoir d'effets néfastes sur l'environnement et le climat. Donc je vous invite vraiment à explorer ces bouquins-là. Alors celui-là, je vais en reparler juste ici après, mais il a d'abord été en anglais. Donc c'est le titre en anglais, quoi, Drawdown. Et alors, le manuel de transition, c'est de Rob Hopkins et c'est une traduction aussi, donc il y a moyen de le trouver aussi en anglais. Et alors, il y en a toute une série d'autres. Ici, je vous ai repris ceux que moi j'ai lus, donc je ne peux pas faire de promotion de livres que je n'ai pas lus, évidemment. Mais ça, je vous les conseille fortement. Et si vous n'avez pas vu demain, j'imagine que vous l'avez vu, mais si vous ne l'avez pas vu, regardez réellement ce film documentaire-là. Alors, je reprends justement ce bouquin Drawdown qui a rassemblé beaucoup de scientifiques, genre j'ai pas envie de dire un chiffre, mais énormément, et qui ont classé 100 solutions pour inverser le cours du réchauffement climatique. Alors c'est hyper intéressant parce qu'ils ont chiffré tout. Alors c'est une brique, hein, ce bouquin, ça fait 800 pages, quelque chose comme ça. Mais alors ils ont classé toutes les solutions et ils montrent que si on passe, par exemple, de 7% à 21% la production d'énergie éolienne, par exemple, ça permettrait de réduire, par exemple, c'est la deuxième meilleure solution pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, en fait. Alors comme ça, ils ont une centaine de solutions qu'ils expliquent, qui quantifient, et ça donne vraiment une belle image de comment est-ce qu'on peut agir sur le réchauffement climatique. Alors ces solutions elles ne sont pas classées, mais elles sont. Moi, je vais plutôt les reclasser comme ceci, c'est que l'impact de l'homme sur le réchauffement climatique, c'est égal à la population fois l'abondance fois la technologie. Et c'est un peu comme ça qu'il le traite dans ce bouquin-là. Alors, je vais repasser chaque facteur un à un et je vais vous citer quelques solutions pour chaque facteur, mais ça veut dire que si on diminue la technologie, donc on diminue l'impact de la technologie sur le climat, par exemple en diminuant la consommation d'énergie fossile, en diminuant sa dépendance aux énergies fossiles ou en optimisant notre technologie, on permet de diminuer l'impact de l'homme sur l'environnement et sur le climat. Donc je vous le disais, la deuxième meilleure solution qu'ils proposent, c'est pas de recouvrir l'ensemble du monde avec des éoliennes ou des panneaux photovoltaïques. Non. Pour les éoliennes, je vous prends l'exemple, c'est de passer de 7% de consommation actuelle en énergie éolienne à 21%. C'est pas irréalisable. Et pourtant, ce serait la deuxième meilleure solution pour diminuer ces émissions de gaz à effet de serre. Alors c'est aussi augmenter, alors je ne connais plus les chiffres comme ça, mais augmenter la part du photovoltaïque par exemple. C'est aussi adapter nos réseaux pour avoir des réseaux intelligents et interconnectés
est interconnecté plus qu'internationalement, c'est même interconnecté de manière globale. Parce que quand on ajoute sur le réseau des éoliennes et des panneaux photovoltaïques, mais il fait pas jour partout en permanence. Donc, si on interconnecte tous les réseaux électriques et qu'on met des panneaux photovoltaïques partout, mais quand il fait jour aux États-Unis et que l'Europe est dans le noir, eh ben, elle pourrait importer de l'énergie photovoltaïque des États-Unis, par exemple. Et pareil, s'il y a du vent au Danemark et pas du tout en Belgique, eh ben, ça permettrait d'importer, enfin ça se fait déjà évidemment, mais parce que je prends un mauvais exemple, mais s'il y a du vent au Groenland par exemple et pas du tout en Europe, eh ben, on permettrait, si on met des éoliennes au Groenland, ça on permettrait de faire revenir l'énergie vers l'Europe. Donc c'est vraiment penser les réseaux électriques de manière interconnectée, internationale et même intercontinentale. Alors, c'est aussi penser à tout ce qui est centrale de biométhanisation pour recréer du gaz, pour créer du gaz, quoi. C'est aussi penser à toute une série de technologies qui sont plutôt prototypes pour le moment, mais c'est par exemple les éoliennes, les hydroliennes marémotrices, par exemple, donc qui tournent dans un sens quand la marée monte et qui tournent dans l'autre sens quand la marée descend. Il y a aussi des éoliennes, enfin c'est pas des éoliennes, mais c'est des espèces de gros boudins qui vont aller chercher l'énergie qu'il y a dans les vagues. Il y a énormément d'énergie dans les vagues et certains essayent de la capter pour la transformer en énergie électrique. Et c'est aussi, alors là je fais un peu de publicité même si je ne devrais pas, mais c'est aussi tout ce qui est les batteries domestiques, parce que toutes les habitations qui ont des panneaux photovoltaïques rejettent une partie de l'énergie sur le réseau, alors qu'elles pourraient très bien la laisser dans des batteries dans la maison et la réutiliser le soir. Parce que quand les maisons réinjectent sur l'électricité sur le réseau, ça déstabilise un peu le réseau et c'est un peu compliqué de le gérer. Mais donc, l'installation de batteries domestiques permettrait de mieux rentabiliser en tout cas ces photovoltaïques. Mais évidemment, je ne vous parle pas des incidences sur l'environnement parce que ça, c'est une technologie qui est débutante, qui est toute nouvelle, et donc on sait que ça produit pas mal de pollution à la production et aussi au recyclage, mais donc ça on pourra en reparler. Alors la technologie, c'est aussi améliorer la technologie existante, c'est-à-dire améliorer les normes énergétiques des maisons ou même des appareils qu'il y a dans la maison, par exemple. Alors ça s'est fortement adapté ces dernières années, évidemment, parce que maintenant, quand on vend sa maison, on est obligé de livrer avec un certificat PEB, par exemple, qui va quantifier le niveau énergétique de la maison. Donc ça, c'est pas mal. C'est, par exemple, l'utilisation aussi de nouvelles technologies de pompes à chaleur, par exemple. Alors moi, juste pour vous donner mon exemple personnel, c'est que j'ai une maison qui a des photovoltaïques et une pompe à chaleur. Et donc, quelque part, la pompe à chaleur me fournit du chauffage, de l'eau chaude, et mes photovoltaïques me fournissent de l'électricité. Eh bien, je ne paye que quelque chose comme 200 € par an pour mon eau chaude, mon électricité et mon chauffage. Donc, non seulement ça permet de faire des économies, et je n'émets pas de CO2 en plus, enfin pas directement en tout cas. Euh, Ça permet de faire des économies d'émissions de gaz à effet de serre, mais ça permet aussi de faire des économies d'argent. Et donc quand on pense qu'il faut rénover le bâti existant, ben, il faut aussi penser à rénover les technologies qui vont avec. Alors moi, c'est une pompe à chaleur comme ceci qui va chercher les calories dans l'air, mais il y a aussi tout ce qui est géothermie qui est aussi beaucoup plus rentable, en toute saison d'ailleurs, que la pompe RO.
Il y a aussi tout ce qui est chauffage intelligent, mais ça, je ne vais pas m'éterniser dessus, mais c'est juste pour que votre moyen de chauffage chauffe quand il y a réellement des habitants dans la maison et pas à certaines heures, comme c'est le cas actuellement. Et c'est aussi tout ce qui est verdurisation des bâtiments, parce qu'évidemment, dans le passé, on s'isolait du froid. Maintenant, il va plutôt falloir s'isoler du chaud. Et donc la végétation est un très bon isolant du chaud, alors que ce soit sur le toit ou même sur les parois verticales des habitations. Et donc ça va être des techniques qui vont de plus en plus venir. Mais bon, voilà. Je pourrais encore parler des heures de la technologie, mais je vous laisse les trois petits points et je vous laisse aussi découvrir toute une série de choses. Passons au deuxième facteur qui est l'abondance. Donc c'est vraiment diminuer notre consommation matérialiste, augmenter le recyclage, inventer de nouveaux matériaux et agir différemment dans nos actions quotidiennes, quoi. Et donc ça, je vais reprendre les mêmes. À mon avis, vous êtes aussi sensibilisés à ça. Donc consommer plus de légumes, de légumes de saison et locaux, participer au recyclage et au compostage aussi, donc recyclage, compostage, pour justement réintroduire ça dans, dans un cycle naturel. Ici, recyclage, mais aussi économie circulaire, donc reprendre des déchets et les transformer en matière première. Et alors, j'ai quand même envie de vous parler ici des nouvelles techniques agricoles, qui sont aussi reprises dans le livre Drawdown. Alors, je vais vous en citer une qui me tient particulièrement à cœur et qui est du win-win-win. Alors, win, pourquoi? Alors, c'est le sylvopastoralisme. Le sylvopastoralisme, on l'a complètement oublié en Belgique, alors que dans le monde, ça se pratique encore assez régulièrement et un peu partout. Mais le sylvopastoralisme, c'est cultiver à la fois un verger, quelque part, et avoir des vaches, des vaches ou enfin, différents animaux qui se promènent dans le verger plutôt que dans une prairie. Alors ça a des conséquences positives sur les animaux déjà. Pourquoi? Parce qu'en été, les vaches auront de l'ombre pour s'abriter du soleil et dans les périodes un peu plus froides, elles auront des brise-vents grâce aux arbres. Donc les animaux qui sont élevés en sylvopastoralisme ont un confort qui est bien supérieur à quand elles sont bêtement dans une prairie. Le deuxième avantage est pour l'agriculteur. Pourquoi? Parce qu'il va avoir deux sources de revenus. D'une part, l'élevage, comme habituel, ou le lait ou la viande, ou alors enfin, il aura les produits de l'élevage, quoi, et il aura aussi les produits du verger. Et donc, il va diversifier ses revenus grâce au sylvopastoralisme. Et alors, cerise suprême sur le gâteau, c'est que ça va diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Pourquoi? Parce que euh, les, les, les émissions de l'élevage, donc ce que les vaches ou les animaux émettent comme gaz à effet de serre, seront 20 à 50 fois plus captés par les arbres, par les racines des arbres, que par l'herbe. Et donc, en faisant du sylvopastoralisme, évidemment, on va avoir du win-win-win, quoi. Et on va pouvoir diminuer son impact sur l'environnement et sur le climat. Alors, vous allez me dire, mais si c'est du win-win-win, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça en Belgique? Mais tout simplement parce que la Belgique a été contaminée par cette agriculture intensive avec les plus gros tracteurs qu'il faut. Évidemment, quand on va planter des arbres dans une prairie, eh bien, les gros tracteurs, ben, ils ne passeront plus. Et c'est ça le réel problème du sylvopastoralisme. C'est pour ça qu'il n'arrive pas en Belgique, ni même dans le reste de l'Europe d'ailleurs. Quand je pense à la France, c'est un peu pareil aussi. Et donc c'est dommage que ce genre de technique ne percole pas plus. Pourquoi? Parce que dans les 100 solutions du livre de Paul Hawken, je crois que le sylvopastoralisme,
c'est la quatrième ou la sixième meilleure solution. Encore une fois, ce n'est pas couvrir l'ensemble de la terre de pratiques sylvopastorales, c'est de passer de 200 millions d'hectares cultivés actuellement en sylvopastoralisme à 400 millions d'hectares. C'est pas la mort de faire ça, et ça aurait un impact absolument positif pour le climat et l'environnement en général. Bon, l'abondance, c'est aussi réfléchir à d'autres moyens de transport, de mieux interconnecter aussi et d'avoir des liaisons intermodales beaucoup plus efficaces qu'actuellement. Et ça, justement, je suis en train d'y travailler avec dans un groupe d'experts de la région Wallonne, enfin sur ça et sur toute une série d'autres choses d'ailleurs, parce qu'évidemment, prendre le bus n'est pas toujours rentable, ni en temps, ni en argent, euh, en Belgique en tout cas. Et donc, il faut absolument rendre les transports en commun concurrentiels par rapport à des transports individuels de voitures. C'est aussi réfléchir à son aménagement du territoire, parce qu'on dit toujours qu'il faut ramener les gens à l'intérieur des villes pour diminuer justement les transports, diminuer l'impact de chaque personne, des déplacements de chaque personne. Mais le problème, c'est que les villes ne sont quand même pas super accueillantes. Et donc, il faudrait rendre les villes plus accueillantes via l'aménagement du territoire, or que ce soit par une piétonisation des centres-villes. Or ça, c'est en cours actuellement. Et le coronavirus, je pense, permet d'augmenter cette réflexion sur la piétonisation des villes, mais c'est aussi la verdurisation des villes. Pourquoi? Parce qu'en verdissant, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça permet de diminuer l'îlot de chaleur urbain, mais ça permet aussi d'absorber une partie de la pollution et d'absorber une partie du bruit. Parce que ce qui rend les gens, ce qui éloigne les gens des villes, c'est justement le bruit. Et donc, si on piétonise une partie de la ville et qu'en plus on rajoute de la verdure, eh bien, ça permet d'absorber le bruit et ça rend les villes beaucoup plus accueillantes que ce qu'elles ne sont actuellement. Donc, il y a des réflexions. Là, ici, on ne va pas agir directement sur le climat, mais indirectement, on va quand même agir sur le climat et sur l'environnement et sur le bien-être de la population. Donc, c'est quand même tout bénef au final. Alors, j'avance un peu plus vite. C'est le dernier facteur, c'est la population. Évidemment, on était avec, je ne sais, 2 milliards, je pense, sur Terre en 1900, et maintenant on se retrouve avec quasiment 8 milliards sur Terre. Ça a un impact forcément sur le climat et sur l'environnement, parce que c'est quand même beaucoup plus de bouches à nourrir, à chauffer, à, à faire travailler, etc. Et donc ça va émettre beaucoup plus de gaz à effet de serre. Euh, mais ceci dit, j'ai d'ailleurs un autre livre derrière moi qui dit qu'on pourrait très bien s'en sortir avec 10 milliards de personnes sur Terre, à condition que ce ne soit pas 10 milliards de personnes qui vivent comme les Belges de l'an 2020. Quoi. Donc il faut diminuer son impact sur le climat et sur l'environnement. Alors, pour comment diminuer? En utilisant une approche holistique et en augmentant l'accès à l'éducation parce que c'est primordial. Et alors là, je me permets de faire un peu de publicité parce que vous êtes le public cible pour cette Summer School l'été prochain qui se tiendra à Liège. Donc c'est l'université d'été Climact qui va rassembler toute une série de cours avec plein d'experts, que ce soit des experts du climat, des experts de la mobilité, des experts des énergies, etc. Pendant une semaine, il y aura plein de cours et des tables de discussion. Et alors la deuxième semaine est réservée à des workshops et à la création de 8 projets concrets, dont je suis responsable d'un des 8 d'ailleurs, et qui est de travailler sur justement l'éducation des personnes, d'ajouter par exemple des cours sur le climat dans les cursus primaires, dans les cursus secondaires, ou même à l'université, parce que je pense
enfin, je suis parti du constat que la majorité des gens qui travaillent dans les cabinets proviennent de Sciences Po ou de droit. C'est eux qui vont faire les futures lois climatiques et pourtant, ils ne savent pas très bien ce que c'est le climat. Et donc, je trouvais ça un peu, je trouvais que c'était un peu une ineptie. Et donc, je me suis dit avec mon prof à l'UNIF et avec ses responsables de l'université d'été, je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas créer un cours, et en l'occurrence, ce sera un MOOC, sur le climat pour que l'ensemble de la population universitaire puisse avoir une bonne vision de ce qu'est le climat. Et donc, c'est un peu parti de là. Et alors, il y a d'autres projets concrets qui vont être menés. Mais ça, je vous invite plutôt à aller voir sur le site internet pour en savoir plus. Mais je pense que ça pourrait vous intéresser au plus haut point. Et pour ceux qui veulent vraiment se spécialiser dans le climat, je rappelle quand même qu'il y a le master en Global Change, qui est la nouvelle mouture du master en climatologie, qui s'appelait comme ça jusqu'à l'année dernière, et qui est dans les sciences géographiques, et où vous pouvez obtenir un bailliage, mais là du coup c'est en 2 ans, hein, c'est pas juste une université d'été, c'est un vrai master qui permet d'avoir les bases sur le climat. Voilà, ça c'est la fin de la slide publicitaire. Je reviens à ce facteur population, mais bon, on n'était quand même pas non plus hyper éloigné de ce facteur population. Et donc, une des 100 solutions, et je pense que c'est la troisième meilleure solution pour diminuer les émissions et pour inverser la courbe du réchauffement climatique, c'est d'avoir 9 millions de personnes, l'ensemble de la population terrestre qui est éduquée. Et plus particulièrement les femmes, parce que les femmes vont avoir un beaucoup plus gros impact sur les émissions de gaz à effet de serre que les hommes. Enfin, des femmes qui ont été au moins 16 ans à l'école, quoi. Donc ça, vous le retrouverez, toutes ces études sociologiques, dans le bouquin de Paul Hawken. Avec une population mondiale beaucoup plus éduquée, évidemment, on pourrait diminuer les émissions de gaz à effet de serre. C'est aussi, pour nous, je reviens plutôt en Belgique, c'est d'avoir une approche et des réflexions holistiques. Or, ça veut dire que tout est dans tout, et quand on touche un maillon du système, on va avoir des conséquences partout ailleurs. Le plus bête exemple, enfin, j'aime bien l'utiliser parce qu'il est assez concret, mais c'est quand vous allez au supermarché, pour vous donner bonne conscience, vous avez un sac réutilisable en coton. Mais est-ce que vous êtes déjà posé la question de savoir d'où venait le coton? Si c'est du coton qui vient d'une recyclerie ou c'est des vieux vêtements qui sont recyclés pour recréer de la maille de coton, etc., il n'y a pas de souci. Ça participe justement à l'énergie circulaire, de l'économie circulaire, au recyclage, etc. Et ça n'émet pas de gaz à effet de serre excédentaire. Mais par contre, si votre coton, pour le sac réutilisable au supermarché, provient de la mer d'Aral et des cultures de coton qu'il y a autour de la mer d'Aral, et ces cultures de coton ont complètement vidé la mer de son eau et désertifié toute une région. Et là, je pense qu'il vaut mieux encore utiliser des sacs en plastique. Parce que quand on a une atteinte comme ça sur l'environnement d'une région du monde, évidemment, on va avoir beaucoup plus de problèmes environnementaux et aussi climatiques, quelque part, indirectement. Et donc, par une espèce de bonne action en utilisant un sac réutilisable en coton, eh bien, on va détériorer toute une partie d'une région et désertifier toute une partie d'une région. Donc, ça ne va pas non plus. L'approche holistique, c'est vraiment se poser les bonnes questions. Tiens, est-ce que je peux utiliser ou est-ce que je peux acheter une tomate en hiver? C'est con comme réflexion, mais une tomate en hiver, déjà, elle ne vient pas de Belgique, ou alors elle vient d'une serre super chauffée, mais en général, elle va plutôt venir d'Espagne, en camion,
En plus, elle sera même pas bonne parce qu'elle sera cueillie, elle sera même pas mûre quand elle sera cueillie et donc elle va mûrir dans le camion. Elle sera moins bonne que si c'était une vraie tomate en été. Donc la vraie question holistique qu'il y a derrière, est-ce que je suis obligé de consommer des tomates en hiver? La réponse est évidemment non. Et c'est en ça que la dernière image ici, c'est d'être consommateur. C'est que chaque acte que vous allez poser au supermarché, vous votez pour quelqu'un quelque part. Donc, si vous achetez une tomate ou des fraises en hiver, vous allez voter pour un système d'agriculture qui est basé sur les énergies fossiles. Alors que si vous allez acheter vos tomates ou vos fraises aux petits producteurs du coin, ben vous allez participer à la vie locale de votre village ou de votre ville ou de votre région et sans participer au lobby, je veux dire, enfin, c'est un peu un gros mot, mais sans participer à un système qui est basé sur l'énergie fossile. Donc c'est vraiment être consommateur, c'est aussi avoir une approche holistique, évidemment. C'est de prendre conscience qu'on est chacun dans tous les actes que l'on pose au quotidien, et c'est pour ça qu'il faut réfléchir autour, et c'est pour ça qu'il faut être éduqué aussi ces matières-là. Mais c'est vraiment, à mon avis, le, le point le plus important, je pense, dans les solutions qu'il faut adopter pour contrer le réchauffement climatique. Voilà, j'en ai terminé. Alors évidemment, il y a beaucoup de solutions. J'ai pas pu présenter tout, mais il y a aussi beaucoup de solutions à inventer, aussi notamment dans la technologie. Alors je pense qu'il faut viser aussi des solutions alors qui évidemment augmentent la qualité de l'environnement, la qualité qui diminue les émissions de gaz à effet de serre, mais surtout des solutions qui augmentent la qualité de vie des humains. Parce que ça, je pense que on arrivera à convaincre personne si on diminue la qualité de vie par rapport à ce qu'on a actuellement. Donc si on a du win-win-win, c'est toujours ça que je cherche, c'est du win pour l'environnement, du win pour le climat et du win aussi pour les humains. Voilà.